Dans ce 23h, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Dans l'actualité ce soir, des échos de la 4e réunion sur la monnaie unique de la CEDEAO, réunion ouverte à Niamey. 5 chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, prenaient part aux travaux. Agenda également chargé pour la première dame. Dominique Ouattara présidait, elle, ce mardi, un forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans la cacaoculture. La première dame était accompagnée de la princesse Astrid de Belgique. Une nouvelle politique annoncée dans le secteur de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Annonce faite par le ministre de la Construction, Claude Isaac Dey. Avant tout, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré ce soir de Niamey. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion, vous le voyez sur ces images, aux environs de 19h, par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Je vous le disais tantôt, le président Alassane Ouattara était donc à Niamey. Il est de retour, mais il était à Niamey pour donc participer à la 4e réunion de la Task Force, réunion sur la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Et c'est avec Jérôme Kofi Abolin qu'on fait le point. En route pour une monnaie unique, plus qu'un slogan, c'est la vision que s'est fixée la 4e réunion de la Task Force présidentielle de la CEDEAO qui s'est tenue ce mardi 24 octobre 2017 à Niamey, la capitale nigérienne. Une réunion avec pour objectif clair de parvenir à la création d'une monnaie commune dans l'espace CEDEAO. Pour le président du Niger, président de la Task Force présidentielle, cela ne peut se faire sans une volonté politico-économique. La mise en place d'une union monétaire est à la fois une décision économique et politique. Les enjeux sont importants et les défis multiples et redoutables. Une monnaie unique, en réduisant les coûts des transactions, en faisant converger les taux d'inflation et en assurant la transférabilité des capitaux, renforcera les échanges des biens et des services, amplifiera la croissance économique et donc la prospérité des peuples de chacun de nos pays. À cette occasion, le président Mahamadou Issoufou, se fondant sur le parcours du président ivoirien Alassane Ouattara à la BCEAO et au FMI, l'a cité comme un champion de l'intégration, donc un acteur incontournable pour l'aspiration au processus de mise en œuvre de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Une marque de considération qui n'a nullement laissé le président Alassane Ouattara indifférent. Pour le chef de l'État ivoirien, l'idéal est surtout de respecter toutes les règles fixées en la matière. C'est important de tout faire pour essayer d'avoir la monnaie unique en 2020. Bon, je sais que ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Et nous devons, à cet effet, prendre un certain nombre de mesures. Ce que j'ai indiqué, c'est que nous devons tout d'abord nous féliciter des mesures qui ont été prises par l'ensemble des États de la CEDEAO. Et donc, en premier lieu, ce qu'il faut, c'est continuer ces mesures structurelles, ces mesures budgétaires, pour être sûr que nos économies sont capables de résister aux crises actuelles, qu'elles soient endogènes ou exogènes. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'il y ait des politiques de convergence. Nous avons un certain nombre de critères que nous appelons des critères de premier plan, qui doivent être respectés par tous les États, et 2 autres critères qui sont des critères secondaires, que ce soit la question de taux d'inflation, le déficit budgétaire, le niveau de la dette extérieure, le financement du déficit, etc. Alors, je signale que la Côte d'Ivoire, de 2012 à 2015, a respecté tous les critères de convergence, aussi bien les critères premiers que les critères secondaires. Bon, évidemment, en 2016 et 2017 maintenant, avec la crise du cacao, les problèmes donc endogènes, nous avons dû relâcher un tout petit peu et le déficit est remonté à 4 et 4,5%. Mais notre objectif, c'est de ramener ce déficit à 3% en 2019. Ceci veut dire que la Côte d'Ivoire aura respecté tous les critères en 2019. Et ce que j'ai indiqué aux uns aux autres, c'est que tous les États doivent être dans la même dynamique.
de faire en sorte qu'en 2019, nous puissions respecter tous les critères de premier plan au moins, et ceci nous permet évidemment d'avoir une monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, ça me paraît difficile a priori, mais il faut avoir une vision, une volonté politique. Alors pour ce faire, nous avons de la surveillance multilatérale entre nous, mais cela ne suffit pas. Nous avons considéré qu'il faut une surveillance internationale, que la plupart des États doivent accepter, qu'il y a une évaluation de leur économie au-delà de la zone de la CEDEAO, pour être sûr que nous sommes sur la bonne voie, que nous convergeons vers ces critères de premier plan et même les critères secondaires. La 4e réunion de la task force présidentielle du programme de la monnaie unique de la CEDEAO à Niamey a vu la participation de 5 chefs d'État, les présidents du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria comme membres du groupe de travail, le président du Togo en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Voilà le chef de l'État qui est donc rentré de Niamey ce soir. Agenda également chargé pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui présidait, elle, ce mardi, un forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans la cacaoculture. À ce forum, eh bien, la première dame était accompagnée de la princesse Astrid de Belgique. Viviane Aïmer. Souhaité par la mission économique belge conduite par la princesse Astrid de Belgique, un forum sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire était organisé ce mardi. Il a permis à la délégation de politiques et d'hommes d'affaires belges d'évaluer les efforts du gouvernement pour éradiquer le phénomène du travail des enfants dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Acteur de cette lutte, aux côtés du gouvernement, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance. Elle présidait ce forum en compagnie de la princesse Astrid de Belgique. Le directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail a attesté des efforts du gouvernement ainsi que des efforts du comité national de surveillance. Le BIT salue le leadership remarquable de Mme Dominique Ouattara et l'engagement soutenu de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le travail des enfants. Le pays a ratifié les 2 conventions de l'OIT en la matière et procédé à la mise en conformité de sa législation avec les dites conventions. L'âge minimum d'accès à l'emploi a ainsi été relevé à 16 ans, de sorte à correspondre avec l'âge de fin de la scolarité obligatoire. La Côte d'Ivoire a également révisé la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et élaboré une liste de travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 15 ans. De nombreuses actions ont été menées en vue de sensibiliser les populations et de renforcer la capacité des institutions chargées de faire appliquer la loi. De même, le PDG du groupe Barry Callebaut, grand chocolatier, société à l'origine franco-belge, a salué l'implication du gouvernement pour mettre fin à l'exploitation des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Réussir à abolir le travail des enfants nécessite un accès à une éducation de qualité, la délivrance d'actes de naissance et l'accès à l'infrastructure requise pour des soins de santé et une hygiène de base. Et je tiens à rendre une fois de plus hommage au gouvernement ivoirien et en particulier à la Première Dame pour le développement, l'ambition et l'énergie avec lesquelles ils mettent tout en œuvre pour réunir ces conditions propices. Un film sur les activités de sensibilisation menées par la présidente du Comité national de surveillance auprès des planteurs, ainsi que ses plaidoyers menés auprès des responsables des grands cercles de décision aux États-Unis, a été projeté. La parole a également été donnée aux planteurs, représentés par 2 responsables de coopératives regroupant chacune plus de 1000 producteurs. Enfin, le tour est revenu aux représentants du gouvernement, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il a émis le vœu que ce forum permettent de dégager de nouvelles voies d'action. Les études ayant démontré que la pauvreté des ménages constitue la principale cause de travail des enfants. Conscient de ce fait, le gouvernement de Côte d'Ivoire a inscrit ses actions visant l'élimination des pires formes de travail des enfants dans des programmes globaux de développement humain durable
et s'emploie à ériger un système plus complet et plus efficace de protection sociale. Après les discours d'ouverture, le forum s'est poursuivi par un panel. La Belgique, deuxième partenaire commercial européen de la Côte d'Ivoire, la coopération entre les deux pays a été célébrée. C'était au cours d'un dîner. Compte rendu Alexis Ouedraogo. La princesse Astrid de Belgique, habillée et couronnée comme une reine ivoirienne. À la faveur du dîner offert par le gouvernement, la bonne coopération entre les deux pays a été honorée. Je salue particulièrement Son Altesse, la princesse Astrid, dont la présence à la tête de cette forte délégation nous honore. Je reste convaincu que le secteur privé belge contribuera de façon significative à la mise en valeur de tout ce potentiel et au renforcement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Votre Altesse, c'est sur ces mots que je voudrais porter un toast en votre honneur. Souhaiter un agréable dîner à tous et me réjouir de la consolidation des relations déjà excellentes entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. À Abidjan depuis dimanche, dans le cadre d'une mission économique, la princesse est à la tête d'une délégation de plus d'une centaine d'hommes d'affaires. Ils entendent renforcer les échanges bilatéraux. Tous les contacts se déroulent de manière remarquable. On a évidemment beaucoup de contacts organisés entre entreprises, mais aussi avec le gouvernement ivoirien. Je voudrais à nouveau, Monsieur le Premier ministre, vous remercier pour la disponibilité des membres de votre gouvernement. Et j'espère simplement que nous aurons l'occasion dans les 2 jours qui viennent, à travers ces visites d'entreprise, à travers les sites que nous parcourrons, de vous démontrer quelle est l'ampleur déjà de l'investissement de la Belgique ici. La Belgique est à ce jour le deuxième partenaire commercial européen de la Côte d'Ivoire. La Belgique également engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. La princesse Astrid était aujourd'hui dans les locaux de l'Institut national de l'hygiène publique, histoire de se rendre compte du fonctionnement de ce centre. C'était à l'occasion de la journée de la promotion de la vaccination. Serge Collier. La princesse Astrid était accompagnée d'une forte délégation, des hommes politiques, mais aussi les représentants de GSK, une entreprise pharmaceutique qui œuvre dans la promotion de la vaccination en Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération et du partenariat public-privé entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a exprimé toute la volonté de la Belgique à jouer un rôle majeur dans la vaccination et la prévention des maladies en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, la politique mise en place dans cette structure permet de sauver la vie de milliers d'enfants. L'appui de la Belgique va contribuer à renforcer davantage les efforts déployés. L'État de Côte d'Ivoire, depuis l'année dernière, met à la disposition de la population des vaccins. Et l'État va donc octroyer plus de 2 milliards de francs pour l'achat des vaccins pour la santé des enfants et la santé des populations. Ce que nous voulons, c'est vraiment créer un partenariat. C'est un partenariat à la fois dans les campagnes de prévention, à la fois aussi dans l'éducation du personnel de santé. Donc notre mission en tant qu'entreprise, c'est de délivrer des vaccins innovants, de haute qualité, de s'assurer que ces vaccins soient distribués et administrés dans les meilleures conditions. La princesse Astrid et sa délégation ont visité les installations de l'Institut national d'hygiène publique, notamment la salle de vaccination ouverte au grand public. Autre visite, autre secteur d'activité, ce sera en images. La princesse Astrid, accompagnée d'une forte délégation d'hommes d'affaires, était au village des technologies de l'information de la biotechnologie à Grand-Bassam ce mardi 23 octobre. Des hommes d'affaires qui ont salué l'engagement du gouvernement dans les nouvelles technologies. On change complètement de sujet à présent. Une nouvelle politique annoncée dans le secteur de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Annonce faite par le ministre de la Construction, Claude Isaac D.
9 mois après le démarrage d'une série d'actions et de réformes visant à assainir les secteurs du foncier, de l'urbanisme, de l'assainissement et de l'habitat, le ministre Claude Isaac Dé annonce des résultats plutôt satisfaisants. Il a été créé un secrétariat permanent à la simplification et à la dématérialisation rattachée directement au cabinet. Il nous faut en interne améliorer le circuit de traitement des dossiers en relation avec Cadastre et la conservation foncière. Nous travaillons à sécuriser le foncier. Tous les Ivoiriens doivent prendre conscience que sans leur participation à la préservation de nos cadres de vie, tous nos efforts seront vains. Des réformes qui font bouger aujourd'hui les lignes de ce département, notamment la révision de la politique de l'habitat, sans oublier la question de l'assainissement. Près de 68 milliards de francs CFA sont mobilisés et disponibles dans le cadre de divers projets pour améliorer et résoudre la problématique de l'assainissement en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Pour les villes de l'intérieur, notamment la capitale régionale, nous disposons à peu près de 10 et 15 milliards de francs CFA. Un schéma directeur d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan est en cours de finalisation. Nous allons aussi réaliser des schémas d'assainissement et de drainage pour certaines capitales régionales du pays. Je voudrais rassurer les Ivoiriens et leur dire, ne vous découragez pas. La demande est forte, mais j'ai l'assurance qu'avec la nouvelle politique que je propose, nous allons satisfaire les besoins des Ivoiriens. D'ici la fin de l'année 2017, ce n'est pas moins de 4000 logements qui seront livrés sur plusieurs sites. Pour les acteurs du secteur, cette vision du gouvernement est à saluer. Il fallait qu'après un certain nombre de mois, le ministre puisse expliquer ce que son département fait. Et nous qui sommes dans ce secteur d'activité, savons que ce département travaille énormément. Il y a un architecte pour chaque Ivoirien. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes pour se tourner vers l'architecte. Et l'architecte, il est d'utilité publique. Notre fonction, c'est le bien-être des populations. Concernant le domaine que nous exerçons, les logements sociaux, économiques et standing, les souscripteurs ont bien compris l'état d'avancement, les mesures qui ont été prises par le ministère pour l'aboutissement des différents chantiers qui sont en cours. Concernant la bonne gouvernance du secteur, des dispositions sont prises, selon Claude Isaac Dé, pour l'amélioration de la qualité de ces services. L'enjeu aujourd'hui est de faire respecter les procédures et d'inviter les agents du ministère à la probité. Et le reportage est signé Chantal Akandan. La direction du Trésor a procédé ce mardi au plateau au lancement de la campagne de sensibilisation sur les implications juridiques et financières des actes posés par les fonctionnaires et agents de l'État. C'était donc ce matin. On fait le point avec Jean-Jacques Kwame Ala. Si on prend le cas d'un conducteur d'un véhicule administratif, il ne respecte pas le code de la route, il commet un accident. Les victimes de ces accidents-là portent plainte contre l'État et l'État se retrouve condamné à payer des dommages et intérêts. À cela, il faut ajouter les démolitions des biens d'autrui, les bavures policières et militaires, le non-respect des clauses contractuelles et ruptures abusives de contrat. Les réparations partielles de ces différents postes de préjudice pour l'État durant la période 2016-2017 s'élèvent à plus de 4 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi que ces différents montants versés aux victimes par le Trésor public auraient pu servir à la réalisation d'infrastructures socio-économiques ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour notre part, nous pensons que ces pertes financières subies par l'État pourraient être considérablement réduites si ces préposés avaient une bonne connaissance des règles qui gouvernent la conclusion et l'exécution des contrats. C'est le sens de la campagne de sensibilisation lancée ce mardi par le Trésor public sur les implications juridiques et financières des actes posés par les représentants de l'administration publique, fonctionnaires et agents de l'État. Cette campagne de sensibilisation me paraît donc essentielle, puisqu'il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs publics autour d'un idéal commun, celui de la préservation de l'intérêt général dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Après le lancement, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans les différents ministères. Au marché, sur les grandes surfaces et même quelquefois en pharmacie, c'est bien souvent qu'interviennent des disputes entre clients et commerçants pour des problèmes de monnaie.
Où est passée la monnaie? Où sont passées ces petites pièces? Que faire pour régler le problème, pour résoudre donc la question? Autant de questions que se sont posées en tout cas Fidèle Aigné et Delphine Blas. Cette scène, les usagers des minicars, appelés communément Gbaka, et les taxis communaux, appelés aussi Woro, sont habitués. C'est très souvent qu'une fois à destination, ils sont associés pour partager la monnaie, une attitude pas au goût de ces derniers. Ça ne m'arrange pas. Au contraire, ça m'énerve parce que je suis pressé, je vais quelque part. Et voilà que j'emprunte le bagage, puis arrive ici, bon, il m'associe à une personne que je ne connais pas. Bon, je ne sais pas comment on va s'arranger. À chaque fois, quand on monte dans le Gbaka, toujours ils associent les gens. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous, les clients, on ne peut pas avoir monnaie avant de monter leur véhicule. Parce que ce sont eux qui travaillent. Nous, on ne travaille pas. On est des clients. Avant de venir emprunter, on est obligé de chercher la monnaie. Moi, par exemple, à chaque semaine, je suis obligé d'aller acheter des trucs que je ne veux pas, juste pour me faire la monnaie. Parce que si tu n'as pas la monnaie, tu ne peux pas emprunter. Pour les apprentis Gbaka, c'est la solution trouvée au manque de monnaie. Et les autres qui montent, ils donnent 2000, qui donnent 1000 francs. Donc à 10h à midi, monnaie est finie. Donc les autres qui viennent les associer pour aller. Le Gbaka contient 20 personnes. Si c'est 20 personnes, au moins dans les 20 personnes, si au moins 15 ont donné des billets de 500, 1000 francs, bon, nous ne pouvons pas avoir la monnaie. Donc nous sommes obligés de les associer. À la descente des Gbaka, des jeunes filles font la monnaie de 5 000 et 10 000 francs CFA pour l'achat d'un article au prix minimum de 200 francs CFA. Scène difficile à comprendre. Une question à se poser. Où ces jeunes filles prennent-elles la monnaie? On s'en paye la mosquée, le mendiant qui fait bisabila, on s'en paye ça là. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. Les mendiants, on les retrouve justement aux abords des mosquées et des grands carrefours de la ville d'Abidjan. Accusés de vendre la monnaie, ces mendiants sur place échangent des pièces sans contrepartie. Je ne peux pas voir quelqu'un va casser mon bio. Il me dit, vous êtes une famille ici, quelqu'un veut casser mon bio. C'est le même travail, il faut aller seulement. Je les tiens, mais voilà ça. Ah d'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais aux deux plateaux, un mendiant quinquagénaire connaît bien le trafic de monnaie. C'est un réseau, selon lui, assez fermé. Toutes nos tentatives pour percer le mystère sont restées vaines. Les pharmacies et les grandes surfaces n'échappent pas au manque de monnaie. On vous oblige parfois à prendre un produit ou un cachet. La pharmacie, il y a toujours problème de monnaie parce que quand nous venons acheter des médicaments, quand il n'y a pas de monnaie, soit ils nous donnent des paracétamol, soit souvent ils demandent de repasser à plus tard. C'est un peu compliqué. On est obligé d'acheter la monnaie avec des chauffeurs. Vous imaginez, acheter de l'argent avec de l'argent, ça tue l'activité. On va jusqu'à 7% qu'on te retire sur ton argent que tu leur donnes. Je ne sais même pas. Donc on est obligé, nous aussi, à notre niveau, quand il n'y a pas de monnaie, soit d'utiliser soit les bonbons pour les pièces rouges. Et puis maintenant, quand c'est un peu beaucoup, on est obligé d'utiliser paracétamol. Nous qui devons aller faire des achats, c'est nous qui devons avoir les monnaies. Les boutiquiers, les transporteurs n'ont pas la monnaie. Vraiment, c'est difficile. On ne sait pas si les monnaies sont perdues ou bien qu'est-ce que l'État doit faire pour faire sortir la monnaie. En Côte d'Ivoire, le manque de monnaie est un véritable problème. Et pour ne rien arranger, la pièce de 250 francs CFA n'est pas aussi acceptée sur le marché. Nous n'avons jamais entendu que dans le communiqué du gouvernement que pièce de 250 est inutilisable. Mais depuis qu'on donne aux passagers, les passagers refusent. C'est ça le 250 là. Je demande à la population, est-ce que ce n'est pas notre monnaie? Quand tu veux payer quelque chose, que tu donnes aux commerçants, aux boutiquiers, ils refusent. Il y avait plus de 1500 pièces de 250. Ils sont obligés de jeter ça à la maison. La pièce de 250 francs est une pièce qui est à cours légal et qui doit servir dans les transactions, au même titre que les autres pièces qui sont émises par la Banque centrale. Il n'y a aucune restriction et elle n'est pas retirée de la circulation, donc elle doit servir. Le paiement électronique est proposé comme solution alternative depuis quelques mois au problème de monnaie. C'est la solution trouvée par les banques et les téléphonies mobiles. Barthélemy Kwame, un jeune Ivoirien, a développé une application permettant de récupérer la petite monnaie. Timo est une solution qui facilite les paiements. Timo est vu comme
un système de petits avoirs. Vous arrivez dans un magasin, vous payez quelque chose et on vous doit par exemple 845 francs. Ce n'est pas évident qu'on puisse vous donner exactement 845 francs. Le Timo s'utilise à la pharmacie aussi. Si vous achetez une plaquette de comprimés qui fait 345 francs, on peut vous donner exactement la monnaie qu'il vous faut. Si vous ne voulez pas tout en Timo, on peut vous donner par exemple 300 francs s'il y a des pièces de 100 francs et on peut vous donner 45 francs en Timo. Mais en attendant, le manque de monnaie profite à certaines personnes et inspire même les artistes. Tangi de pain n'a pas monnaie, garde de cabine n'a pas monnaie, Tangi de pain n'a pas monnaie, le boutiquier n'a pas monnaie. Voilà, un dossier signé Fidèle Aigné et Delphine Gla. La 23e conférence des partis dénommée COP23 se prépare activement. Ce sera en Allemagne du 6 au 17 novembre prochain. La Côte d'Ivoire sera bien sûr de la partie avec une délégation constituée de 250 personnes. Avant l'événement, une rencontre a eu lieu ce mardi avec les parties prenantes, histoire d'échanger justement sur les dispositions pratiques de cette participation. Grâce Kando. Le réchauffement climatique et ses répercussions sur la vie humaine, économique, environnementale et les questions de financement des projets de lutte contre les changements climatiques. Autant de sujets qui seront abordés lors de la 23e conférence des partis dénommée COP23 à Bonn en Allemagne du 6 au 17 novembre prochain. À moins de 2 semaines de l'ouverture officielle, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable initie une conférence avec les parties prenantes. La problématique de la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques est aujourd'hui une problématique mondiale qui a suscité l'engagement de tous depuis l'accord de Paris sur le climat. L'engagement mondial concerne également la Côte d'Ivoire. Il était important que la Côte d'Ivoire ait une participation efficiente, réussie. Notre participation à cette COP23 va permettre de mettre en exergue les efforts de la Côte d'Ivoire, non seulement sur les engagements internationaux, mais également sur nos engagements nationaux, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des efforts pour le monde sans prendre en compte les efforts que nous devons faire pour notre propre pays et pour notre propre population. Les changements climatiques impactent négativement sur la santé des populations. Je veux pour preuve les pluies abondantes diluviennes qui entraînent des déplacements des populations, d'où une certaine promiscuité liée à certaines maladies. Mais il faut prévenir et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé est étroitement lié à l'organisation de cette COP23. Au cours de cette rencontre, l'agenda de la délégation ivoirienne à Bonn en Allemagne a été présenté aux participants. Après l'élection des délégués de la MUGEFSI, l'Assemblée générale aura bel et bien lieu demain, mercredi 25 octobre 2017. Le président du comité électoral national de la Mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire en a donné l'assurance. C'était au cours d'une conférence, d'un point de presse, pardon. Je vous propose de l'écouter. Ces derniers temps, beaucoup ont craint que l'Assemblée générale de demain, mercredi 25 octobre, ne puisse pas se tenir. Et nous souhaiterions pouvoir annoncer à l'ensemble des mutualistes que, donc en conformité avec les décisions de justice, que nous ne commenterons pas, puisque nous sommes légalistes et nous n'aurions pas pu tenir cette Assemblée générale si elle avait été interdite par décision de justice. L'Assemblée générale de demain, mercredi 25 octobre 2017, se tiendra effectivement, comme prévu et comme convoqué, à l'amphithéâtre A de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les travaux commenceront à 9h. Voilà, l'Assemblée générale de la MUGEFSI aura donc bel et bien lieu demain, 25 octobre 2017. En image à présent, le Conseil régional de la Nawa qui a tenu donc sa 3e session ordinaire de l'année. C'était le samedi 13 octobre dernier à Soubré. Cette session présidée par le ministre Alain Richard Donvaï a été l'occasion pour les conseillers régionaux de passer en revue les différents projets inscrits dans le programme triennal 2018-2020 de la région. Il était également question de peaufiner les préparatifs pour l'accueil du chef de l'État, du président Alassane Ouattara, qui sera dans la capitale de Nanawa pour l'inauguration du barrage de Soubré. Et ce sera le 2 novembre prochain.
Une rencontre consultative sur le rôle des structures de justice traditionnelles et institutions judiciaires pour la promotion de l'état de droit. On en parle avec Abou Sanogo. Un atelier consultatif qui réunit à Abidjan les membres du pouvoir judiciaire classique et les structures de justice traditionnelles des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et des 7 pays de l'Afrique du Nord. L'enjeu est de promouvoir et garantir les fondamentaux et l'état de droit. L'initiative est du département des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine reconnaît que la collaboration nationale, régionale, continentale et internationale est nécessaire pour faire la différence et améliorer le niveau de vie des populations africaines. Le renforcement et la promotion de l'état de droit sont des éléments clés pour assurer la stabilité politique et le développement socio-économique. Pendant 3 jours, représentants des organes et institutions de l'Union africaine, de communautés économiques régionales, experts, justice traditionnelle et institutions judiciaires discuteront de la meilleure façon possible d'engager collectivement les structures traditionnelles informelles et le pouvoir judiciaire à promouvoir l'état de droit en Afrique de l'Ouest et du Nord. Depuis la nuit des temps, la chefferie traditionnelle a toujours géré la population. Et même avec la colonisation, la chefferie a survécu à la colonisation, au point où nous avons les rois, les chefs de province, les chefs de canton, les chefs de tribus et les chefs de village. Nous avons des cours à notre niveau. Et dès que le problème arrive à notre niveau, s'il n'y a pas de l'assassinat, il essaie de diriger ça à l'amiable. Mais si ça prend d'autres proportions, il est obligé de transmettre ça à la justice compétente. Voilà comment est-ce que nous faisons, parce que nous n'avons pas de prison, nous, à la base. Les discussions vont porter sur le rôle et les défis auxquels est confronté le pouvoir judiciaire en Afrique de l'Ouest et du Nord, et comment combler l'écart entre les structures de justice formelles et informelles. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.